Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h51, on reviendra bien sûr sur les grands débats du matin avec Elisabeth Lévy, Françoise Degois et vos appels au 0826 300 300. Mais on va revenir sur une information qui est hallucinante, le parcours de combattants de 2 réfugiés ukrainiennes qui ont du mal à voyager à cause de tests PCR. Et pour en parler ce matin, le maire de Viau, dans le Loire-Atlantique, Saint-Viau, ouais. et Roch Chereau est avec nous. Oui. Bonjour. Roch Chereau, bonjour. Bonjour, c'est Radio. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que ce sont 2 réfugiés ukrainiennes qui venaient en fait d'Ukraine et qui ont été bloquées à Paris. Racontez-nous un peu ce qui s'est passé. Alors en fait, on a une administrée qui est d'origine ukrainienne qui a voulu faire venir sa famille à Saint-Viau. C'est une famille qui habite dans la région de Kiev. Donc le fils en fait de notre administré est resté puisqu'il a 26 ans en fait, il est resté sur Kiev. Le restant de la famille est resté sur Kiev, mais sa femme est partie avec une amie. Donc ils ont réussi à quitter Kiev péniblement. Ils ont traversé pratiquement toute l'Ukraine. Après, ils ont réussi à rentrer en Pologne, à prendre un bus qui les emmenait de Pologne jusqu'à Paris. Ouais. Voilà. Et puis à Paris, donc ils ont voulu prendre le Flexibus qui devait les emmener à Nantes, puisqu'ils avaient programmé, je dirais, le déplacement par avance, une fois qu'ils étaient arrivés en Pologne. Et puis là, le chauffeur leur a demandé s'ils avaient un test PCR après 3 jours de déplacement. Donc c'était la panique, quoi, parce que d'abord elle maîtrise un petit peu le français mais pas très bien, et puis elles connaissent pas du tout Paris. La chance qu'elles ont eue, c'est qu'elles avaient des amis ukrainiens sur Paris, donc ils les ont pris hier soir, qui les ont hébergés, qui ont réussi à faire passer un test PCR, et ce matin elles vont essayer de négocier pour rechanger le billet de bus pour venir à Nantes, quoi. Ouais, et donc le chauffeur, ou en tout cas la compagnie, n'a pas été compris. Elle a appliqué en fait la règle, quoi. C'est ça en fait. C'est ce que vous dénoncez. Ce qui est normal, et c'est là qu'on voit les limites en fait je dirais, de bonnes intentions sur le papier, et puis la réalité du terrain, quoi. Aujourd'hui, notamment ces familles qui ne suivent pas, je dirais, qui suivent le circuit normal, puisque elles ont le droit de rentrer, elles ont le droit d'activer leur protection temporaire, elles ont le droit de voyager. Mais je pense que c'est un des éléments qui n'a pas été pris en compte. On nous dit, les trains vont être gratuits. Oui, mais bon, si elles peuvent voyager dans les trains, mais si on leur dit pas où faut faire les tests PCR, elles ne le sauront pas, quoi. C'est dans le détail que le diable se cache, en fait. Ouais, complètement. Et puis là, c'est l'administration aussi parfois. Alors après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais évidemment dans toute sa splendeur. Elisabeth Lévy, Françoise Degois veulent réagir. C'est moi de vous dire que cette règle était stupide avant. Je veux dire, c'est bien triste pour ces jeunes filles qui vont certainement trouver une solution, mais je suis sûr qu'il y a des tas de gens qui ont été pénalisés par des règles aussi stupides, par des règles appliquées bêtement, si vous voulez. Alors peut-être qu'ils ne venaient pas de la guerre, mais il y a des gens qui devaient avoir... Oui, mais je suis désolée, il y a des gens qui sortaient peut-être de l'hôpital, ou qui devaient aller voir un parent malade, c'est-à-dire vous avez peut-être d'autres situations qui ne sont moins dramatiques. Celle-ci est terrible. Oui, mais si vous voulez, excusez-moi, si vous acceptez la sottise administrative pour tout le monde, vous l'acceptez. Si vous voulez, voilà, on arrive à ce genre de situation. Mais il fallait vous indigner avant. Je suis absolument d'accord avec Elisabeth. Ça fait des mois qu'on s'indigne sur cette bêtise, sur la liberté, parce que globalement, c'est quand même ça. Je vous invite à réécouter toutes et tous les indignés du dernier moment, là. Réécouter l'extraordinaire discours de réception à l'Académie française de François Sureau. Si vous voulez, tout est dit sur les temps que nous vivons et qui confine à cette absurdité. Je suis d'accord avec vous, Patrick, ça a atteint des niveaux inimaginables cette fois-ci. Et Roch Chereau, donc vous, maire de Saint-Viau, alors qu'est-ce qui va se passer là pour ces deux femmes donc, qui sont aujourd'hui à Paris, c'est ça? Elles ont été hébergées par des amis. Elles vont essayer de négocier ce matin pour changer puisque du coup elles ont acheté elles viennent pas par train, elles viennent par Flexibus, donc elles vont négocier pour changer leur billet. A priori il était interchangeable, donc ça doit être jouable. Et puis après la famille va s'arranger pour aller les récupérer à Nantes, mais au-delà de
de cette histoire, c'est, je pense que c'est des petits points de détail. Il faut un petit peu de fluidité. On a eu les consignes hier, c'est pareil. On s'est renseigné pour savoir qu'est-ce qu'elles devaient faire lorsqu'elles arrivaient en Loire-Atlantique, et on nous dit, voilà, faut retourner à la préfecture pour déclarer. Bon, nous, au niveau des maires ruraux, je suis président des maires ruraux de l'Atlantique, on milite en fait pour qu'on ait des points décentralisés voilà, on va pas, c'est des gens qui ont eu des souffrances terribles, des souffrances morales, psychologiques, et on va pas encore à nouveau, voilà, il faut qu'à minima les sous-préfectures puissent, c'est juste un enregistrement, on n'est pas sur le droit d'asile, c'est juste un contrôle de passeport ukrainien pour activer la protection temporaire, quoi. Ouais, complètement. Merci beaucoup, Roch Chéreau. On prendra des nouvelles, maire de Saint-Viaud, et puis donc vous faites partie de cette association aussi des maires ruraux. Ça a été relayé d'ailleurs par Alexandre Jardin, qui nous a alerté sur cette information. Merci, bon courage à vous. Dans un instant, on continue les grands débats. Et oui, les grands débats, on parlera de la Corse, bien entendu. Donc vous voulez témoigner ou débattre avec Elisabeth Lévy et Françoise de Gois. On vous attend au standard au 0826 300 300. À tout de suite. Et dans un instant, Éric Revel en campagne, et puis on reviendra bien entendu sur la Corse avec Elisabeth Lévy et Françoise de Gois. Et à partir de 9h30, Patrick, la vérité en face sur ce sommet de Versailles. Oui, l'Europe face à une forme d'impuissance. Alors elle réussit quand même à s'unir en partie. C'est ce que nous verrons donc tout à l'heure avec Jean Quatremer, qui sera avec nous, le correspondant européen à Libération, qui sera avec nous en duplex, et Florent Parmentier aussi, secrétaire général du CEVIPOF sur l'Europe. Si vous avez des questions justement, à quoi sert l'Europe dans ce conflit? Est-ce qu'elle a réussi quand même à se réunifier ou pas? Qu'est-ce qu'elle doit proposer? Vous nous appelez 0826 300 300. Vous pouvez réagir aussi en nous appelant sur la Corse. Qu'est-ce que ça suscite, ce qui s'est passé chez vous? Évidemment, cette nuit de violence, d'émeutes, et hier soir, après l'affaire Colonna, donc avec une Corse et une île qui est aujourd'hui sous tension. Là aussi, vous nous appelez 0826 300 300, et puis aussi évidemment tous les autres sujets dans l'actualité. Il y a une question qu'on ne vous a pas encore posée, et pourtant on la pose sur les réseaux sociaux. C'est aussi ce qui va se passer ce soir. Zemmour face à Pécresse, le débat. Qu'est-ce que vous en attendez? Est-ce que vous pensez que, évidemment, ça va renforcer ce qui se joue, c'est une place pour le second tour, le leadership de la droite, l'ancrage de Zemmour, ou l'avenir des LR? Eh bien, je crois que c'est assez partagé. On verra ça tout à l'heure, et vous pouvez réagir au 0826 300 300. En attendant, Revel en campagne. Sud Radio présidentielle 2022. Bonjour Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour à tous les deux, bonjour à tous. Alors, sur la guerre en Ukraine, Jean-Luc Mélenchon demande un débat, peut-être à l'Assemblée nationale, enfin en tout cas un débat démocratique. C'est plutôt une bonne initiative, non ? Oui, je trouve, parce que la guerre en Ukraine s'enlise avec ses atrocités quotidiennes. Vous en parlez évidemment dans les journaux. Emmanuel Macron aux manettes, chef de l'État, chef des armées, très bien. L'élection présidentielle qui se rapproche, sans débat, notamment sur la position et la stratégie française en Ukraine. Hier, donc, lors d'une conférence de presse, le candidat, la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a demandé un débat notamment sur le soutien militaire à l'Ukraine, un débat à l'Assemblée nationale, pourquoi pas, car Emmanuel Macron, avec ses pleins pouvoirs, doit être plus transparent, suggère Mélenchon. Alors un débat à l'Assemblée nationale où la représentation nationale, les députés donc, discuteraient de la position française en Ukraine, mais aussi des mesures économiques d'accompagnement, blocage des prix, baisse des taxes sur les carburants, parce que cette flambée des prix, je le dis vraiment solennellement, ça devient une question de cohésion nationale. Attention à la crise sociale qui couve. Oui, alors ça pourrait avoir quel cadre éventuellement, ce débat, ou ou une réunion d'information autour d'Emmanuel Macron par exemple et des 11 autres candidats, c'est ça, à la présidentielle? Oui, à l'Assemblée nationale, Patrick, ou pourquoi pas, vous le dites, un partage de l'information à l'Élysée avec les candidats à l'élection présidentielle, une sorte, on la cherche, pourquoi pas la trouver, d'unité nationale politique autour du chef de l'État sur des informations sensibles, sur les discussions d'Emmanuel
Emmanuel Macron, par exemple, avec Poutine. On n'a que les photos. Ouais. On aimerait avoir plus de contenu. Sur la négociation aussi diplomatique, peut-être qu'Emmanuel Macron en sait plus entre le Kremlin, Israël et l'Allemagne, mais aussi avec Pékin, jusqu'au président turc Erdogan. Tout cela, d'ailleurs, au passage, qui semble un peu marginalisé par le président de la République. Le débat démocratique a besoin d'informations partagées, nourriture pour alimenter, pour revivifier une démocratie française un peu famélique en ce moment. Oui, mais alors, Éric, dernier point, partager des informations militaires, c'est sensible, c'est aussi un risque de fuite, non ? Ah oui, information partagée sensible, vous avez raison, sur la guerre en Ukraine. Évidemment, cette sortie de Jean-Luc Mélenchon hier, que je trouve plutôt intéressante, se heurte aussi à la réalité. Réalité. Parce que hier, toujours, le député Alexis Corbière de la France Insoumise a révélé un secret défense. Corbière est membre de la commission de la défense à l'Assemblée nationale. Il a révélé ou repris publiquement que la France avait envoyé en Ukraine des armes anti-char. Gaffe, propos pas à la hauteur de la gravité de la situation. Attention à ceux qui réclament plus de débats, plus d'informations et ne savent pas toujours tenir leur langue ou leur nerf. La politique réclame du sang-froid et de la hauteur. La guerre en Ukraine n'est pas un jeu politicien. Il doit y avoir un débat, Françoise de Gois, Elisabeth Lévy. Oui, absolument. Je pense qu'il faut qu'il y ait un débat. On ne peut pas se contenter, si vous voulez, des photos en noir et blanc avec un Macron mal rasé. On ne peut pas se contenter de la propagande, et je pèse mes mots, de la propagande élyséenne, parce que nous sommes là-dedans. Il n'y a peut-être pas que de la propagande, excusez-moi, moi je vais jusqu'au bout de ce que je pense. La propagande élyséenne, reprise sans plus aucune distance par la quasi-totalité de l'ensemble des médias. Je le dis, Sud Radio n'en fait pas partie, donc je suis quand même assez tranquille. Nous ne savons ce qui se passe que par la voix de l'Élysée. Quand on lit les journaux un peu à l'étranger, on se rend compte que non, Emmanuel Macron n'est pas le seul interlocuteur de Vladimir Poutine. Ça on le dit, oui, bien sûr. Mais oui, mais on commence à peine à le dire. Moi, je pense que la représentation nationale, les Français ont le droit d'être... Déjà, cette campagne est complètement escamotée par la crise ukrainienne. Je trouve que c'est normal. À la décharge de la France insoumise et de la gauche en général et des adversaires d'Emmanuel Macron, mon cher Éric Revel, vous dites ça mérite du François, c'est du sang-froid et c'est pas un jeu politicien. Le premier qui instrumente politiciennement parlant cette crise s'appelle Emmanuel Macron. Je suis désolé de le dire. Elisabeth Lévy. Moi, je suis assez d'accord, je suis assez choqué, je dois dire, par la mise en scène du président Top Gun. C'est un partisan de Valérie Pécresse qui disait ça dans Le Point. Le président Top Gun, les photos, tout ça pour... Je ne dis pas que on peut peut-être pas le lui reprocher complètement, mais enfin on peut pas dire qu'il ait obtenu grand résultat, et peut-être que le Premier ministre israélien Naftali Bennett obtiendra plus dans le secret diplomatique. Alors moi je suis quand même partagé sur la question du débat. Oui, on peut débattre sur les grandes lignes, si vous voulez. En revanche, non, on ne peut pas débattre des affaires militaires. On va pas débattre pour savoir si des forces spéciales devraient ou pas aller protéger le président Zelensky, par exemple. Je ne sais pas si c'est le cas, je ne dévoile aucune information, mais on les a pas, de toute façon. Il est possible qu'il y ait des forces spéciales étrangères autour du président. Tu vois bien que j'essaye de prendre de la hauteur. Et donc voilà, je crois qu'effectivement un débat politique, mais surtout, si vous voulez, parce que moi d'abord j'en ai ras-le-bol du pathos, de l'indignation, de la morale, des petites filles qui chantent. Tout ça est très bien, mais maintenant il y a des enjeux géopolitiques, géostratégiques à la place de la Russie à l'avenir. Et ça me paraît quand même aussi important. Donc, et surtout la campagne électorale. Oui, mais il y a quand même aussi en fait des faits de guerre qui sont assez graves, qui se passent quand même là-bas. Vous avez vu cette maternité qui a été quand même visée par un bombardement en fait un hier. Hôpital pour enfants. Oui, hôpital pour enfants, maternité équivalent. Attendons d'abord la confirmation. Parce que vous savez, moi j'ai foncé tête baissée tellement ça m'a révolté sur Babillard, par exemple. Et on s'est rendu compte à la fin que Babillard, le sanctuaire, évidemment, le mémorial des Juifs qui ont tous été assassinés dans ce ravin, finalement n'avait pas été visé. Donc je me dis, restons calmes. Non, mais ça c'est vrai. Vous rappelez ce livre, pardon. Il y a un livre célèbre, et d'ailleurs c'était une phrase d'un sénateur américain en 1919 qui disait The first casualty, c'est la vérité, la première victime. La première victime de la guerre, c'est toujours la vérité. Donc ne croyons pas, si vous voulez, que d'un côté vous avez des gentils qui disent que la vérité,
vérité et de l'autre des méchants qui mentent tous. Bon, ceci dit, c'est Poutine l'agresseur et son agresseur. Ah non, mais ça oui. Donc je on parle met aucun bémol là-dessus. de l'information. Je parle de l'information. Eric, vous avez repris cette idée donc de Jean-Luc Mélenchon pour la développer en fait ce matin d'un débat, d'une réunion. C'est jouable ou pas si ça continue, oui, probablement, avec notamment toutes les incidences que ça, c'est ce que vous avez dit, hein, notamment sur le prix des carburants, de l'énergie en règle générale. Bah oui, parce que je vois pas comment la France, les salariés qui habitent au fin fond des campagnes vont pouvoir remplir leur réservoir d'essence à 2,40 ou à 2,30 ou à 2,50. Enfin, ça pose un problème à tout le monde. Donc, si vous voulez, là, on est quand même au-delà de la crise et de la guerre en Ukraine, on est quand même devant un problème majeur, moi je pense, un problème de cohésion nationale même, de cohésion nationale. C'est-à-dire que il faut vraiment vite que le plan de résilience annoncé, si on en a encore les moyens financiers, ce dont je doute, soit mis sur la table par le gouvernement, parce que ça ne peut pas continuer. Moi je vois des gens qui prennent en photo, parce que tout le monde est interloqué, les panneaux, vous savez, devant les stations-service pour dire hier c'était à 2, aujourd'hui c'est à 2,30. Donc c'est absolument impossible. Oui, c'est à 2,30. Moi j'ai vu passer ça sur Twitter. Eric a raison, ça m'a sidéré, j'étais sidéré. Nous étions ce matin avec le représentant des stations, des pompistes indépendants, donc 4200 pompistes. Ce ne sont pas les grandes surfaces, qui nous disaient évidemment que là, en 3 jours, ça a augmenté de 20 centimes. Et ça avait déjà beaucoup augmenté et que chez lui, il ne pouvait pas faire autrement que de l'afficher en fait à 2,20 €. Alors certains disent, oui, est-ce que les pompistes s'en mettent pas un peu en fait plein les poches? Il dit non, puisqu'en fait, ils ont simplement 1 centime. J'ai vu le diesel. Moi j'ai vu à Limoges, je sais pas, le litre de diesel. Il est passé au-dessus, bien sûr. 2,20 € le litre de diesel à Limoges. Il est passé au-dessus. Le diesel est plus cher, évidemment, aujourd'hui. Mais 15 centimes par litre, c'est ça que vous... 20 centimes par litre. En 3 jours. En 3 jours. Non, vous parlez de leur marge, excusez-moi. Oui, leur marge, 1 à 2 centimes, disent-ils, en fait, par litre. Non, mais je pense qu'ils ne trichent pas, les pompistes, pas du tout. Non, mais au contraire, ils sont menacés, en fait, à terme. Mais surtout, je ne comprends pas du tout la position du gouvernement. Parce que vous voulez mettre un plan résilience pour adoucir la facture énergétique qui flambe comme jamais. Mais dans ces cas-là, l'urgence, ça serait de baisser les taxes. Le gouvernement peut le faire. S'il baisse les taxes, il perd de l'argent. Très bien, il perd de l'argent, le gouvernement. Mais il permet immédiatement de caper le prix de l'essence et du gasoil. Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas dans la foulée? En plus, j'ai souvenir, mais ma mémoire me trahit rarement, mais peut-être qu'elle va me trahir là, j'ai souvenir qu'on nous a expliqué il y a quelques semaines qu'on avait 3 mois de réserve stratégique en termes d'essence ou de pétrole. Pourquoi on les utilise pas là en ce moment un peu ou beaucoup pour précisément lisser le prix du carburant? Je ne vois pas pourquoi le gouvernement n'agit pas plus vite, sauf à imaginer que Castex va sortir un plan de résilience 15 jours avant l'élection pour aussi en tirer des bénéfices politiques. Mais c'est vraiment jouer avec le feu. C'est vraiment jouer avec le feu parce que je pense qu'on est devant potentiellement une crise sociale majeure. Non, mais ça c'est vrai. Allez, dans un instant aussi, vous avez parlé de cohésion. Nous allons en parler avec ce qui se passe actuellement en Corse. Nuit de violence, beaucoup de lieux publics qui ont été attaqués hier soir. Nous en parlons dans un instant. Donnez-nous votre avis, bien entendu, 0826 300 300. Avec Eric Revel ce matin, Elisabeth Lévy et Françoise de Goa. Tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h20, les grands débats du matin, toujours avec Eric Rebel, Elisabeth Lévy et Françoise de Goa. Vos appels au 0826 300 300, on va revenir sur les manifestations émaillées de violences en Corse, et vos appels, bien entendu, on vous attend au standard. Oui. Alors, ce qui s'est passé en Corse hier soir, alors est-ce que c'était prévisible ou pas? Parce que il y a eu à la suite, alors on rappelle ce qui s'est passé à la suite de l'agression d'Ivan Colonna. Donc on reproche en fait, beaucoup de gens en Corse reprochent le fait qu'il n'ait pas été suffisamment protégé, entre guillemets, en prison. Donc il a été à la merci de cet islamiste qui l'a donc agressé. Et puis tout ça, c'est passé quand même, ça a été filmé et ça dure 8 minutes. Tu vois, donc c'est assez étonnant. Françoise de Goa, ce matin, vous y reveniez en disant, attention, avec ce qui se passe en Corse, c'est une nouvelle mèche, entre guillemets, dans la campagne électorale. Oui, parce qu'on connaît les Corses, on sait qu'ils ont une demande qui est légitime
victime, quel que soit ce qu'on peut penser de ce qu'a fait Yvan Colonna. Yvan Colonna est condamné, il purgeait sa peine. Ça faisait des années qu'il demandait à ce qu'on lui enlève ce statut de détenu particulièrement surveillé pour pouvoir revenir en Corse à Borgo où il aurait été plus en sécurité. Il ne l'a pas obtenu. Mais le plus grave pour moi, c'est le marchandage cette attitude de marchand de tapis que nous révèle le Canard enchaîné. Alors le Canard enchaîné, dites-en 2 mots alors. Didier Assou est un excellent journaliste qui connaît très bien la Corse, donc il n'est pas soupçonnable de raconter les bars. Apparemment, avant la campagne, avant le drame sur Yvan Colonna, Emmanuel Macron et Gilles Simeoni, qui est le patron de la collectivité territoriale, qui est considéré comme un indépendantiste plutôt modéré et raisonnable, eh bien, auraient dealé ensemble. Macron aurait dit: je vous rends 2 détenus, dont Yvan Colonna. Je vous rends également un statut total. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce statut de l'autonomie totale? Personne ne le sait. Mais en échange, vous m'éliminez Talamoni politiquement, bien sûr, qui est le plus radical des deux, et vous appelez à voter pour moi pour le second tour. Voilà le deal qui était passé, ce deal dont s'est vanté d'ailleurs Gilles Simeoni, qui est en train d'exploser évidemment en plein vol. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui me dérange terriblement dans ces discussions électoralistes, je le redis, de marchand de tapis. La République, elle est indivisible. On pense ce qu'on veut de la Corse. À un moment donné, ça peut pas être la corbeille de la mariée pour quelques voix et un appel à voter au second tour. Je trouve ça complètement délirant. Voilà. Bravo Françoise. Non, moi, je voulais féliciter Françoise pour sa chronique et parce que vraiment, c'était une très bonne chronique. Vous allez lui donner une petite prime. Non, mais sérieux, c'est très important en fait. Alors juste sur une chose, j'ai beaucoup de mal à comprendre, si vous voulez, parce que qu'effectivement on condamne quelqu'un, il purge sa peine, mais qu'est-ce que ça peut bien nous faire s'il voit sa femme et ses enfants, si vous voulez, il y a une forme de sadisme, c'est-à-dire une punition qui va au-delà de la peine, ce qui est assez bizarre et que je comprends mal. En plus, la capacité de l'État à assurer la sécurité en prison devient un véritable problème, d'autant plus qu'il y a beaucoup de... je rappelle quand même que c'est parce qu'il avait blasphémé, il y a donc beaucoup de problèmes avec les détenus, disons, radicalisés, pour le dire poliment. Mais simplement, là, moi, je suis totalement outré par ce bradage, si vous voulez, de la République que fait Emmanuel Macron et qui me rappelle fortement celui qu'avait fait Lionel Jospin. C'est-à-dire, je suis navré, on négocie. Alors, Lionel Jospin, lui, il avait négocié avec les véritables indépendantistes, c'est-à-dire des gens qui avaient à peine renoncé à la force armée. Ça évalue la démission de Chevènement et l'aventure présidentielle de Chevènement et évidemment la mort politique de Lionel Jospin. Je le redis parce que la Corse, c'est toujours un cauchemar. Une phrase. Ce qui est scandaleux, c'est que ça ne fasse pas scandale. Ça devrait être en boucle sur les... Ça a été révélé simplement hier. Ça devrait être en boucle sur les radios. Éric Revel, en tout cas, c'est un nouvel élément dans cette campagne qui a déjà été beaucoup bousculée, évidemment, et notamment par la guerre d'Ukraine, avec ce qui s'est passé et ce qui risque de se passer encore, parce que ce que nous disait Roger Antec tout à l'heure, c'est-à-dire que évidemment, il y a vraiment beaucoup de tensions, et hier, ça a été vraiment des scènes de guérilla et d'émeutes, ça va être terrible à Bastia. Et d'ici dimanche, parce que dimanche, il y a une manifestation aussi à Bastia. Alors bon, peut-être que ça va retomber d'ici là, mais c'est pas certain. Éric Revel. Non, mais le papier dans le Canard enchaîné de Didier Assou, que personne ne remet en cause jusqu'à présent, et qui d'ailleurs souligne combien on a besoin d'un débat. Il faut qu'Emmanuel Macron s'explique, pardonnez-moi, il faut qu'Emmanuel Macron s'explique sur ce sujet, notamment. Mais c'est quand même absolument hallucinant. Alors la campagne présidentielle, elle se fera peut-être sans débat, mais pas sans rebondissement. En voilà un qui peut effectivement être plus qu'un grain de sable dans la chaussure triomphante et triomphale d'Emmanuel Macron vers une reconduction à l'Élysée. Mais ce que j'aimerais quand même dire, pas pour copier tout ce qui a été dit, mais il y a quand même quelque chose d'absolument hallucinant dans cette affaire Colonna. C'est que si j'ai bien compris, ça s'est passé dans la salle de musculation, de sport de la prison. Donc vous imaginez que s'il y a bien un endroit qui est surveillé, qui est filmé en permanence, c'est bien cet endroit-là, par définition, et que pendant 8 minutes, un islamiste radicalisé, c'est un peu redondant ce que je dis, un islamiste condamné pour tel est en train d'étouffer, d'étrangler un co-détenu, et qu'il faille autant de minutes pour intervenir. Mais comment est-ce que vous voulez expliquer aux Corses
qui sont indépendantistes ou pas, que tout ça s'est fait dans le plus grand des hasards. C'est impossible. C'est impossible. Donc il faut une enquête sérieuse, mais et il faut en tirer toutes les conclusions. Je vais pas aller jusque dire que on a voulu étouffer Colonna. C'est pas ce que je vais dire. Mais comment expliquer à des gens, à la famille, aux Corses qui soutiennent Mordicus, Colonna, indépendamment de ce qu'il a fait, comment leur expliquer que en fait personne n'a rien vu de ce qui se déroulait? C'est impossible. Donc c'est une faillite de l'État. La prison, c'est géré par l'État. Et l'État français en Corse est de nouveau montré du doigt. Pardonnez-moi. Quant à l'affaire du canard enchaîné, alors vraiment, moi je remets pas du tout en cause ce qu'écrit Didier Assou, mais alors si tout cela est vrai, mais ça va peser plus qu'on l'imagine dans la campagne électorale. Ça devrait, Un dernier mot, Françoise. Oui, pour dire qu'il a fallu aussi l'entêtement des Corses et ces manifestations pour qu'on en parle. Vous savez qu'il n'y a pas eu une seule ligne sur ce qui s'est passé. Toutes les chaînes info étant absolument obsédées et consacrées à l'Ukraine, et on peut le comprendre. Eh bien, voilà. Les manifestations remettent cette affaire qui aurait déjà dû être traitée médiatiquement et qui doit l'être aussi politiquement. Oui. Allez, un dernier mot avant de parler. On va parler d'Europe tout à l'heure. Pendant une demi-heure, mais je voudrais connaître votre sentiment par rapport au débat qui est attendu ce soir entre Éric Zemmour et Valérie Pécresse. En un mot, qu'est-ce qui se joue pour vous ce soir, Elisabeth? Renaud Muselier. Oui. Vous vous appelez Elisabeth Lévy, mon cher Éric? Oui, parce qu'Elisabeth Lévy, elle parle tout le temps. Donc, alors vas-y, allez-y. Allez, Éric, et puis ensuite. Ah oui. Non, mais je faisais référence à votre invité d'hier, Renaud Muselier, le président de la région PACA, qui disait Pécresse va se faire massacrer par Zemmour. Bon, alors on connaît les subtilités de langage de Renaud Muselier, qui est pas mais le risque, c'est une sorte, à mon avis, c'est une sorte de qui tout double pour Valérie Pécresse, parce que elle a quand même loupé la plupart de ses meetings en disant qu'elle n'était pas très bonne dans cet exercice. Bon là, elle sous-entend qu'elle est meilleure là, mais elle prend un risque majeur. Donc se joue. Je ne sais pas si c'est la place au second tour qui se joue, mais en tout cas pour moi très concrètement, c'est la reconstruction de la droite autour d'un pivot qui va se jouer. Un mot, Éric, pardon, je vous arrête. Non, mais moi très vite, je trouve que c'est tout ce que vous avez dit tout à l'heure, la reconstruction de la droite, l'ordre du premier tour. Tout se joue là, oui. C'est-à-dire, vous avez cité 4 choses tout à l'heure, et je les trouvais pas exclusives les unes des autres, en fait. Merci, Françoise. Attention à l'effondrement de Valérie Pécresse. Elle est très bonne en débat, il faut quand même le savoir. Allez, on verra. 0826 300 300 justement. Avec Fred qui nous appelle du Gard. Qui nous appelle du Gard et qui réagit justement sur ce sujet. Bonjour Fred. Oui, bonjour tout le monde. Oui. Alors Fred, à ça. Par rapport au débat, écoutez, moi je suis pas du tout partisan des deux personnages. Mais honnêtement, Pécresse, je pense qu'elle va se faire atomiser par Zemmour. Honnêtement, vu ses discours qu'elle a eu à son meeting. Moi, j'ai eu l'impression de voir en fait un extraterrestre, honnêtement. Elle fait que répéter des textes tout préparés. C'était un robot, c'est vrai. Voilà, donc voilà par rapport à ça. Et aujourd'hui, moi j'aimerais aussi dire par rapport à ce que vous avez dit précédemment, par rapport à la hausse du gasoil, tout ça, honnêtement, je pense qu'il va y avoir... C'est impossible que ce n'est pas fait exprès cette histoire-là. Le baril de pétrole n'a jamais été aussi... pas aussi cher depuis l'histoire qu'on connaît depuis ces dernières années. Et là, on a le prix qui explose à la pompe. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que le climat social explose, qu'il y ait une loi martiale qui soit passée, qu'il n'y ait plus de présidentielle. Vous savez, ils veulent qu'on pète les plombs. Moi, je comprends pas. Honnêtement, il y a des choses aujourd'hui que le peuple ne comprend plus. C'est vrai. Bon, merci à vous, Fred, pour votre témoignage. Ce qu'il faut dire, d'une façon générale, par rapport en fait à l'essence, c'est que évidemment, c'est lié à la reprise, les marchés internationaux, c'est lié à la reprise de l'après Covid, où il y a eu une demande qui a explosé, qui a commencé bien avant d'ailleurs en fait l'Ukraine, mais c'est vrai que c'est renforcé aussi évidemment par l'ensemble en fait des tensions et des risques autour aussi de l'Ukraine. Merci en tout cas à tous d'avoir réagi. On suivra ce débat en fait ce soir, bien sûr. Dans un instant, un autre débat dans la vérité en face, Cécile. Oui, ce sommet de Versailles, l'Europe face à sa puissance ou à son impuissance. On en parlera dans quelques instants avec Florent Parmentier, secrétaire général de la du CEVIPOF, et puis Jean Quatremer, qui est journaliste correspondant européen à Libération. Vos appels 0826 300 300. Vous voulez donner votre avis ou commenter en tout cas ce sommet de Versailles. On vous attend au standard. À tout de suite.